Le G7 parle d'un moratoire de 76 pays, une quarantaine d'entre eux se trouvent en Afrique subsaharienne. D'après vous, pourquoi un moratoire? Oui, l'idée, c'est qu'il y ait des marges de manœuvre budgétaires pour face à cette pandémie du Covid-19. Et comme vous le savez, le service de la dette prend quand même une part importante de nos recettes budgétaires. Et de ce point de vue, l'idée qu'on ne soit pas obligé de payer le service de la dette tout de suite, ça donne des ressources additionnelles pour faire face à la pandémie. Alors, est-ce que ça vous semble une bonne chose, un moratoire de la dette des pays africains? Oui, il y a deux éléments qu'il faut avoir en tête. Le premier élément, c'est que de façon cyclique, on se retrouve dans des situations de surendettement. Là, nous avons augmenté sur les 10 dernières années notre dette de 50%. Et donc, l'idée d'un moratoire, c'est simplement dire, vous n'allez pas payer tout de suite, mais à la fin de la pandémie, vous serez obligé d'honorer vos obligations, ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Après, la question de fond, c'est que face à la récession mondiale qui s'annonce, est-ce qu'il est bien sage d'imaginer que les pays africains pourront rembourser cette dette? Et du coup, est-ce que ce moratoire, à terme, ne va pas se transformer en restructuration pure et simple ou même en annulation de la dette? Justement, en parlant de l'annulation de la dette africaine, Macky Sall avait lancé un appel dans ce sens en mars. Est-ce que vous pensez que cet appel a des chances d'aboutir, eu égard à la position de la Chine et des États-Unis? Oui, vous savez, sur les 20 dernières années, il y a une modification dans la structure de la dette africaine. C'est-à-dire que le secteur privé a pris une part de plus en plus importante dans cette dette. Et puis, il y a aussi la dette intérieure. Ce qui fait que les schémas d'annulation que nous avons connus il y a 25 ans ne sont plus vraiment d'actualité. Pourquoi? Parce que le Club de Paris, qui regroupe les principaux bailleurs souverains, ce club, il est à l'aise quand la dette, elle est publique. Maintenant, quand la dette est privée, ce sont les petits porteurs qui sont vos créanciers. Donc, c'est plus difficile d'obtenir une coordination pour qu'ils renoncent à votre dette. De même, quand la dette, elle est intérieure, ce sont vos opérateurs économiques qui sont vos créanciers. Donc, renoncer à payer la dette, c'est les mettre, eux, en difficulté et mettre en difficulté les banques près desquelles, eux, ils contractent des emprunts. Donc, ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on a connu il y a 20 ans, 25 ans, au moment de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Quels sont les facteurs, d'après vous, qui rendraient une annulation de la dette africaine, en tout cas cet appel à annuler la dette africaine, compliqué aujourd'hui? Oui, c'est la structure de la dette qui fait que vous aurez à négocier avec beaucoup plus d'acteurs que ce qu'on connaissait traditionnellement. Je vous donne l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, nous avons une dette importante vis-à-vis de la Chine, à peu près 145 milliards de dollars. Or, la Chine n'est pas membre du Club de Paris. Donc, il faut trouver des modalités spécifiques de négociation de remise de dette avec la Chine. Il y a déjà des discussions dans le cas du Congo-Brazzaville et le FMI avec la Chine, mais on voit bien que les questions ne sont toujours pas résolues entièrement. Après, il y a un autre problème qui est un problème d'incitation, c'est que le principe d'annulation de la dette engendre une sorte de prime pour les mauvais élèves. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile de trouver le bon chemin à prendre. Justement, vous parliez des dettes privées. Que faire de ces dettes? Non, normalement, il faut rembourser la dette. Le problème que nous avons avec la dette privée, c'est que les taux d'intérêt auxquels nous avons contracté ces dettes sont supérieurs au taux de croissance économique. Et donc, vous avez ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est-à-dire que le rythme d'accumulation de la richesse
qui vous permet de rembourser la dette, il est beaucoup plus faible que le coût auquel vous accédez aux ressources. Et donc, la dette s'accroît, les intérêts sont de plus en plus élevés et finalement, vous n'avez pas de marge de manœuvre. C'est pour ça qu'il faut s'assurer, et ça, c'est la gouvernance de nos États qui est en jeu. Il faut que nos États s'assurent d'emprunter à des taux d'intérêt dits concessionnels, qui sont des taux très bas, qui peuvent leur permettre de rembourser la dette. Le moratoire évoqué par le G7 ne concerne pas ces dettes effectivement contractées auprès de partenaires privés. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait restructurer ces dettes, un moratoire les concernant là aussi ou une annulation? Je pense qu'il sera difficile de l'annuler, cette dette. Mais ce que les ministres des Finances de l'Union africaine viennent de proposer, c'est que la communauté internationale débloque une enveloppe de 100 milliards de dollars, dont 44 milliards tout de suite vont permettre d'assumer une annulation de la dette, mais 50 milliards vont permettre de rembourser cette dette, la partie qui ne sera pas annulée, après le moratoire. Et donc, on voit bien l'idée qui se met en place d'un fonds pour accompagner les États. Mais ce qui est sûr, c'est que les modalités de gestion de ce fonds sont encore très floues. La coordination de ce fonds est floue. Et surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est la prime à la mauvaise gouvernance. C'est quand même incroyable que les pays pétroliers, notamment d'Afrique centrale, qui ont donc beaucoup de ressources, se retrouvent avec des taux d'endettement qui sont quasiment supérieurs à leur PIB. Et donc, c'est très difficile en termes d'incitation d'aller dans le sens d'une annulation de la dette. Après, vous avez un problème structurel, c'est que l'espace fiscal des pays africains est très étroit parce que leur base productive elle-même, elle est très étroite. L'informel prend énormément de place dans les activités économiques. Et donc, quand l'État fait du déficit budgétaire pour relancer l'activité économique, il n'a pas en fin de cycle les retombées fiscales qui lui permettraient de rembourser. Et donc, vous voyez, on se retrouve tous les 10 ans avec cette question de surendettement. Il faudra, à mon avis, trouver une réponse structurelle à une question structurelle. Aujourd'hui, ce que le G20 annonce, ce que le président Macron annonce, ce sont des réponses conjoncturelles à un problème qui me semble être structurel. Et donc, ça ne va pas. Vous écrivez dans une tribune publiée aujourd'hui, mercredi, je vous cite, l'annonce de l'annulation massive de la dette africaine ressemble à la prédominance de recettes anciennes pour faire face au nouveau monde. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, c'est-à-dire que pour moi, cette pandémie peut être une opportunité pour que l'Afrique se réveille enfin, pour que l'Afrique se rende compte qu'elle doit assumer elle-même sa destinée, qu'elle doit transformer sur place ses matières premières. C'est ce qui va lui permettre de créer des emplois. Les emplois vont permettre d'obtenir des revenus et les revenus vont permettre de payer les impôts et ça va nous sortir petit à petit du cycle mortifère de l'endettement. En même temps, on voit bien la déstabilisation de tous les circuits mondiaux d'approvisionnement aujourd'hui. Et donc, dans les supermarchés africains, vous avez des produits laitiers qui manquent parce qu'on a toujours préféré importer le lait, alors qu'on pourrait transformer nous-mêmes ce lait parce qu'il y a une grande capacité de production dans nos pays. Et donc, l'idée, c'est de dire, prenons les choses en main. L'Afrique d'après le coronavirus, c'est le nom d'un collectif auquel je participe, d'une cinquantaine de chercheurs, d'artistes. Cette Afrique d'après doit tirer les leçons de la forte dépendance et donc de la forte vulnérabilité de l'Afrique dans le jeu économique international, cette division internationale du travail qui nous oblige à nous insérer de façon primaire, c'est-à-dire exporter les matières premières sans les transformer. Ça, c'est quelque chose qui est suicidaire, me semble-t-il. Merci beaucoup, monsieur, pour cette interview. Merci à vous.